Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, moi aussi. Mais les réseaux sociaux, fondamentalement, leur logique, c'est de vous mettre en face de gens qui pensent comme vous. Et toujours plus du même, ça n'est pas le débat démocratique, ça n'est pas le débat public. Nous allons devoir lutter contre cette tendance. Nous allons devoir lutter contre une tendance qui est un danger considérable pour les démocraties libérales, c'est l'érosion continue du pouvoir d'achat des classes moyennes populaires. Il n'y a pas dans l'histoire de démocratie qui fonctionne longtemps si elles sont exposées longtemps à l'érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes populaires. On peut pas juste nous dire bonjour, c'est une société où vous ne prendrez plus l'avion, vous mangerez plus de viande et je sais pas quoi. Voilà, moi je suis convaincue que sur cette société-là qui est devant nous, on peut mettre des mots extrêmement positifs, mais il faut les mettre, il faut planifier. Si on ne planifie pas, on va laisser plein de gens au bord de la route. Et puis, il faut donner envie de cette société-là, il faut dire comment tout le monde a sa place dans cette société-là. On a un chemin inconfortable, mais tout le monde va y arriver, on va prendre tout le monde. Et la société qu'on dessine, et moi c'est ma conviction profonde, elle est bien meilleure, plus sympa que la société qu'on a aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment que ce discours politique s'exprime en fait. Ça ne peut pas être qu'un discours financier, ça ne peut pas être qu'un discours de réforme, c'est vers quoi on va qui fait que les jeunes peuvent avoir envie d'y aller. Et nous aussi par la même occasion. Moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin et une place pour ce discours-là. On a besoin de changer notre rapport au monde. Chacun d'entre nous doit changer. Il n'y a pas d'autre chemin. Je pense que c'est pour un monde qui est plus sympathique. Et voilà, moi je pense qu'il faut rester extrêmement optimiste, mais il faut juste raconter aux jeunes cette histoire d'une société bas carbone, beaucoup plus respectueux du déjà là, de l'humain, de l'immobilier et puis de la nature. La technologie, prise dans sa dimension géopolitique, c'est justement se détacher tout à fait de l'accélération. Et c'est contre-intuitif ce que je vous dis, c'est de ne surtout pas accélérer. Mais c'est tout le contraire. C'est de prendre le temps long, développer sa vision, construire sa vision et les leviers sur lesquels un pays comme la France pourrait peut-être, à terme, rester éventuellement, et je prends beaucoup de précautions, une puissance technologique. Et puis le deuxième et dernier point, c'est la crise démocratique, évidemment, que les réseaux sociaux, par exemple, ou les IA demain, ou le métavers demain, ne vont absolument pas du tout créer, mais vont très certainement amplifier. Or, ce sont des technologies étrangères, des technologies en l'occurrence américaines pour la plupart. Et c'est là où intervient votre question, et ça sera mon mot de la fin, c'est comment on régule, comment plus exactement on repense la relation entre État et géants technologiques. Je voulais donc vous dire que cette session a un caractère très particulier, c'est qu'elle est, extrêmement compliquée. Quel choix de société? Lequel d'entre nous va pouvoir répondre à une question si compliquée? Et elle est vraisemblablement la session qui correspond le plus à ce qu'est l'intitulé de nos 2 jours et demi des rencontres d'Aix, c'est-à-dire recréer l'espoir. On ne peut pas dire qu'on va recréer l'espoir sans avoir une vision sur le choix de société que nous faisons. Et je peux vous garantir qu'à la fin de cette heure que nous allons avoir, avec les 5 personnalités exceptionnelles que nous avons, et je vais vous dire à quel point ils sont exceptionnels, oui, c'est vrai que je fais bien du violon, je dois vous dire que nous saurons quelle est la société idéale qui nous permettra enfin de recréer l'espoir. Alors, peut-être une remarque préliminaire. Moi, je suis d'une génération où, lorsqu'on posait cette question, quel choix de société, il y avait un débat qui était assez simple. Est-ce qu'on est pour une société dite capitaliste ou est-ce qu'on est pour une société socialiste? C'était il y a 40 ou 50 ans. Il y avait une sorte de clivage entre ceux qui pensaient, au-delà même de l'admiration qu'ils avaient pour les États-Unis ou pour l'Union soviétique, l'idée que c'était ça le critère. Alors, ça a fait des tas de débats d'économistes qui ont montré, enfin, peu importe ce qu'ils ont montré, mais ça a été la question essentielle pendant 20 ans. Et puis arrive la chute du mur de Berlin, en 89. Et on fait une petite erreur intellectuelle. On considère à ce moment-là que le fait que le monde entier devient une économie de marché est synonyme de mondialisation de l'économie capitaliste sous un seul système qui serait, disons, en gros le système anglo-saxon. Une erreur intellectuelle évidente, 20 ans après, puisqu'on s'aperçoit que le capitalisme, disons, étatique chinois, le capitalisme, enfin toutes les formes de capitalisme, se sont diversifiées et ont montré les uns et les autres qu'ils avaient, au fond, des destinées, des évolutions, des comportements, des structures qui étaient fondamentalement différentes. Ça, on l'a enfin compris. Arrive la succession de difficultés, et puis on arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, de mon point de vue,
pardon d'être non pas péremptoire, mais très convaincu, le véritable changement, c'est la crise de la Covid qui a modifié nos comportements à la fois de société, mais aussi nos comportements individuels dans notre manière de concevoir le travail, la consommation, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Évidemment, derrière tout ça, il y a le changement climatique qui vient surdimensionner le sujet, mais il n'empêche que la Covid modifie vraiment très profondément les comportements en tout cas de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la société dans laquelle nous allons vivre? Quelle est la société que nous souhaitons bâtir? Elle n'est ni capitaliste société, c'est forcément une économie de marché. Vous avez vu, fait évoluer les choses vers plus de politique industrielle. Enfin, tout ça a un tout petit peu changé, mais la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui, 1 heure avant les solutions que nous allons apporter et qui vont régler définitivement le problème. Nous ne savons pas ce que sera la société de demain matin. Nous ne le savons pas. Je vous rassure tout de suite, c'est une question, c'est même plus 1 heure, c'est 50 minutes. Pour en discuter, on va évoquer tous les sujets. On va évoquer d'abord avec Philippe Val, que vous connaissez tous, qui est un exceptionnel, vous allez voir, moi je suis le roi des compliments, un exceptionnel chef d'entreprise, un homme, oui, c'est bien, qui montre un exceptionnel talent. Et il va nous dire, si vous voulez changer le monde, la société, il faut jouer sur les entreprises, mais pour ça, il faut aussi que les entreprises changent. C'est ça la difficulté du dispositif, et c'est ça que Philippe Val va vous dévoiler dans quelques minutes. Après, vous avez une autre personnalité exceptionnelle, Véronique Bédag, qui est la patronne de Nexity, mais qui a eu aussi beaucoup d'activités dans le public, qui a été directeur de cabinet d'un Premier ministre, et qui va vous dire, elle est aujourd'hui donc patronne de Nexity, elle va vous dire dans quelle ville, dans quel aménagement du territoire, dans quel territoire nous voulons vivre, c'est quoi le changement de société avec cet angle-là. Vous voyez qu'on se rapproche, on fait déjà deux problèmes résolus. Après, on arrive à Rodolphe Saadé, qui lui aussi, c'est même pas la peine de le présenter, qui est un chef d'entreprise exceptionnel et qui, je le dis pour la Provence, et qui va nous dire en quoi... Non, stop, il n'y a pas de stop. En quoi, on a toute l'après-midi, en quoi on va changer de société parce qu'on va changer de mondialisation, on va changer d'international, on va changer en réalité de cet univers qui nous paraissait comme évident. Et puis juste après, une jeune femme, Asma Miola, qui, elle, beaucoup de gens l'ont vue dans des émissions de télévision, elle, son regard, c'est un regard sur la technologie, et elle va nous dire comment est-ce qu'on peut, dans cette nouvelle société que nous allons bâtir en 50 minutes, comment on va, en réalité, maîtriser les GAFAM, pour résumer. Comment on va gérer le sujet. Là, ça va prendre peut-être 7 à 8 minutes. Et puis après, il y a notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, dont je ne fais pas le compliment parce que vous le faites tout seul, et qui... non, c'est la foule qui le fait. Vous pouvez d'ailleurs l'applaudir. Non, il est au début de ses surprises. Et qui va nous dire, dans cette nouvelle société que nous allons bâtir, quel est le rôle du politique, quel est le rôle des hommes politiques et des femmes politiques, quel est le rôle des intervenants divers et variés de la société civile, de tout ce qu'on peut imaginer dans le débat public qui, semble-t-il, nous manque aujourd'hui, mais ça va être, non pas la conclusion, mais sûrement un point très important. Voilà. Donc, ayant dit tout cela, ayant dit à quel point ils étaient tous exceptionnels, je dois dire que moi-même, je suis pas si mauvais que ça. Je passe la parole à Philippe Val. Merci Jean-Hervé, bonjour à toutes et à tous. Et Jean-Hervé a raison de le dire, le changement de société, quand on y pensait,
c'était capitalisme contre socialisme, c'était des débats d'idées, c'était le mouvement des forces sociales, les syndicats, les ONG, les associations, ou alors la vie politique, c'est-à-dire les partis politiques, l'État et les institutions. Or, dans la société contemporaine, à cause de la consommation de masse, à cause de la marchandisation des échanges et des relations, les entreprises sont devenues des acteurs du changement social et la transition énergétique ne réussira pas sans transformation des entreprises. C'est la thèse. Alors, les entreprises sont des acteurs du changement de société. Pourquoi ? Eh bien parce que les entreprises, celles qui vous servent tous les jours, elles ont une action sur votre vie quotidienne et elles vont jusqu'à influencer vos propres comportements. Et avoir une action sur la vie quotidienne, changer le comportement de millions de personnes, c'est changer la société. Et on va d'ailleurs, je me lance, faire un test entre nous pour voir à quel point dans cette salle, en pleine pause post-prandiale, les entreprises changent notre façon de vivre. Combien de personnes parmi vous ont aujourd'hui utilisé Google? Levez la main. Non? Pas Google? Rodolphe? Tout le monde a utilisé Google. Combien de personnes parmi vous ont utilisé WhatsApp et ses boucles? Un tout petit peu moins. Combien de personnes parmi vous, dans leur comportement d'aujourd'hui, ont utilisé Facebook? Ouais, pas mal, hein? Pour des intellos, c'est pas mal. Et combien de personnes ont utilisé TikTok? Ouais, là, ça manque de jeunes, hein? Au total de tout ça, vous le voyez bien, ces entreprises du numérique ont une action décisive sur notre façon de vivre. Elles sont donc des acteurs du changement de la société. Elles nous font changer. Et elles sont encore un acteur plus central du changement climatique. Parce que, alors, l'entreprise, elle assume une espèce de rôle prométhéen, elle a volé le feu, elle consomme la nature pour produire des biens et des services pour 9 milliards de personnes. C'est un rôle prométhéen qu'ont les entreprises. Et ceci améliore notre niveau de vie. Mais ceci a également un impact essentiel sur le climat, un impact essentiel sur notre qualité de vie. Et donc les entreprises sont bien un acteur complètement central de la transition écologique. Elles sont absolument centrales et ce rôle absolument central, nous le vivons aussi. En fait, les entreprises sont des acteurs majeurs de ce que les intellectuels, les profs, appellent l'anthropocène, c'est-à-dire ce moment de la vie de l'humanité où les conditions de vie des hommes et les conditions de vie de la planète elle-même sont impactées par les humains. Donc les entreprises sont bien, par rapport à la question posée par Jean Hervé, un acteur essentiel des changements de société. Dès lors qu'elles sont devenues un acteur des changements de société, comment faire pour que les entreprises aident à réussir le sujet numéro 1 qui est celui de la transition énergétique? Il faut écouter ce que nous disent les scientifiques. Les scientifiques considèrent que nous sommes tous victimes d'un aveuglement collectif, que nous n'avons pas compris ces sujets et que nous n'allons pas assez vite. Eh bien, pour aller assez vite, il faut que les entreprises se mobilisent elles-mêmes. La première chose, c'est que les entreprises, nos entreprises, il y a une chef d'entreprise, un chef d'entreprise, nous essayons d'évoluer. Nous avons compris que le monde changeait. Et déjà, en matière de décarbonation, de transition énergétique, nous communiquons. Et c'est important de communiquer. Il ne faut pas dire que c'est juste de la com. Communiquer, c'est partager des messages, c'est élever le degré de conscience
des gens sur ces sujets climatiques et énergétiques. En plus de communiquer, les entreprises soutiennent des projets écologiques. Elles témoignent. C'est important de témoigner. Mais si quand on finance un projet énergétique, si quand on verse un dividende social ou écologique, le profit qui a servi à ça vient de la pollution ou de la fragmentation des roches pour chercher du gaz de schiste, on n'a pas fait avancer la transition écologique. Et on s'aperçoit donc que les entreprises ne doivent pas simplement communiquer, ce qui est utile, témoigner, ce qui l'est encore plus. Ce que doivent faire les entreprises, c'est se transformer elles-mêmes. C'est se transformer elles-mêmes. Il suffit de dire ça pour se dire tout de suite que c'est très compliqué, parce qu'en tant qu'être humain, on sait bien à quel point nous avons du mal à changer nous-mêmes. Et quand il s'agit d'entreprises, les entreprises ont évidemment beaucoup de mal à changer elles-mêmes. Alors, comment vont-elles faire? Elles doivent non seulement agir, mais elles doivent accélérer. Elles doivent agir et la première chose, et de nombreux chefs d'entreprise suivent cette route, considérer qu'elles produisent des bénéfices, et c'est très bien comme ça, mais que ça ne peut pas être la seule raison d'être d'une entreprise. De ce point de vue, la transition écologique devrait nous permettre de dépasser le fameux théorème de Friedman que mon professeur Jean-Hervé Lorenzi m'a appris. Le théorème de Friedman dit le seul but d'une entreprise, c'est de maximiser son profit et c'est de satisfaire ses actionnaires. On voit bien où ceci nous conduit. Les entreprises doivent donc, bien sûr, rechercher le profit, mais chercher également à mesurer leurs propres externalités et jouer de ces externalités. C'est fondamental. Et il me semble qu'elles doivent comprendre qu'en poursuivant le seul profit, elles n'assurent pas leur pérennité, elles menacent leur avenir. Et pour savoir si une entreprise a un bon modèle économique, il faut changer le modèle économique. Il faut par exemple répondre à la question de que serait mon entreprise si le prix du carbone était multiplié par 10 ? Je ne vous annonce pas ça pour tout de suite, mais qu'est-ce qui se passerait pour mon modèle d'entreprise? Dès lors, les entreprises doivent donc accélérer la transformation par leur action directe, c'est-à-dire leur action directe, c'est économiser l'énergie, s'appuyer sur d'autres indicateurs que le seul profit, veiller à avoir de bonnes notes extra-financières. Ça, c'est ce que les entreprises peuvent faire en comprenant que leur intérêt, c'est de se transformer elles-mêmes, ce qui est très difficile. Et puis, les entreprises, elles ont besoin de l'État pour les stimuler. Et l'État, il est là pour fixer des normes et il est là pour envoyer des stimuli aux entreprises qui leur dit vous devez respecter telles règles, vous devez être une entreprise à mission, des choses comme ça. L'État peut stimuler les entreprises. Et puis je finirai enfin sur notre rôle à nous, car nous sommes des participants des rencontres d'Aix, mais nous sommes aussi des clients. Et est-ce qu'en tant que clients, nous-mêmes, nous sommes prêts à changer nos comportements? C'est bien beau de reprocher aux entreprises de trop polluer ou de ne pas faire la transition écologique. Mais est-ce que les clients eux-mêmes sont prêts à inverser leurs priorités? Par exemple, à ne pas faire du prix le seul indicateur d'achat et d'apprécier les entreprises qui, par exemple, émettent moins de carbone. Choisir au hasard un Colissimo de la Poste parce que, évidemment, vous l'attendiez, parce qu'il consomme 2 fois moins de carbone que dans des pays comme l'Allemagne. Au total, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il s'agit là d'un jeu collectif et coopératif. Nous ne pouvons changer le modèle économique dont nous parlons depuis le début de ces rencontres que si chacun des acteurs change son propre modèle. C'est par la prise des responsabilités des entreprises, de l'État, de la société civile, des clients qu'on pourra y arriver. Et nous, en tant que chefs d'entreprise, nous devons le chercher quand nous dirigeons notre entreprise, nous devons le chercher quand nous sommes des citoyens
et nous devons le chercher quand nous sommes des clients. C'est en rassemblant toute cette dimension de la personne humaine que nous avons une petite chance de changer de société et de réussir la transition énergétique. Ce n'est pas gagné. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup Philippe, c'était très éclairant. On reviendra un instant sur le rôle des entreprises dans les programmes de formation et qui sont au cœur des discussions que nous avons en permanence en France. Je voudrais juste, pour ceux qui l'auraient mal noté, c'est Colissimo. Véronique. Bon, jeunes gens. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon regard sur la question qui est posée aujourd'hui, au fond, elle est très commandée par ce que je fais à la tête de Nexity. Alors, à la tête d'un promoteur immobilier, la première transformation, elle est rapide, elle est brutale, elle est inconfortable, indispensable. C'est évidemment la transition écologique. Ça, c'est vraiment pour nous cœur de métier. Hein. Ce n'est pas le rôle d'une direction RSE au sein de Nexity. C'est vraiment au cœur des métiers. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on produit des bâtiments qui sont beaucoup plus bas carbone et beaucoup moins consommateurs d'énergie. Ça, vous en avez vraiment beaucoup entendu parler, je pense. Certains savent ce que c'est que la RE 2020, cette fameuse, ce nom hyper poétique pour une réglementation que je juge indispensable, qui nous oblige à monter au fond en exigence au fur et à mesure du temps. Bon, la RE 2020, c'est compliqué, on va juste y arriver. Voilà, je vous le dis très clairement, c'est pas tellement un sujet. Nous, on est en train de se lancer dans la fabrication modulaire. On va être capable de produire des logements. Ils sont beaux, je vous rassure, ils sont de bonne qualité. Ils sont au même prix qu'un logement classique, mais ils sont RE 2020 niveau 2031. On est en train de construire des logements à Lyon pour vous donner un ordre de grandeur de ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui et des risques que nous prenons. On construit à Lyon un immeuble de logement sans clim et sans chauffage. Et je vous assure que ça marche. Ça marche en Autriche, ça marche en Suisse. On n'est pas si différent que ça. Et j'ai envie de vous dire, au fond, le neuf, c'est pas tellement le sujet. Le logement neuf dans notre pays, ça doit être à peu près pareil partout en Europe. On parle de 0,5%, 1% de l'existence. C'est marginal. Ce qui nous arrive aujourd'hui, grâce à une réglementation qui est intervenue il y a 2 ans, c'est qu'on est obligé désormais, tous nos concitoyens, tous les propriétaires sont obligés désormais de regarder le bien qu'ils ont en main, de regarder quelle est leur performance énergétique, le fameux DPE, et la loi va les obliger à faire des travaux au fur et à mesure. Là, on est sur un stock qui est à 36 millions de logements en France. Tous les logements ne seront pas touchés par ces travaux, mais enfin, à vue de nez, probablement 50%. D'accord ? Et là, on va vraiment rentrer dans des choses inconfortables. On va toucher beaucoup plus de Français. La rénovation énergétique, c'est pas si donné que ça, c'est cher, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc là, on va rentrer dans quelque chose d'indispensable. Il va falloir qu'on ait des logements qui consomment moins l'hiver et qui soient plus vivables l'été. Pour ceux qui vivent sous des toits en zinc à Paris, c'est infernal en ce moment. Donc vraiment, ce travail doit être fait. Ça va être extraordinairement inconfortable. Il faut qu'on se le dise. Voilà, il faut le faire, on va y arriver. C'est inconfortable parce que au fond, ça rend beaucoup de nos concitoyens inconfortables. Ils ne savent pas s'ils sauront faire, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quand est-ce que ce sera obligatoire. C'est vraiment quelque chose de très inconfortable. Et nous, on s'équipe. Nous, on est aussi syndic, on s'est engagé sur la rénovation énergétique. Il y aura des solutions, mais néanmoins, on va toucher une bonne partie de nos concitoyens. On peut dire la même chose sur la ville. La ville, elle doit changer. La ville, si elle reste comme elle est, eh ben, on passera pas. Il y a des étés qu'on ne passera pas. Alors ça se traduit par des choses que vous adorez tous. Moi, la première, c'est voilà, il y a moins de voitures en ville. C'est compliqué, donc on préférerait tous que les autres arrêtent de se promener en voiture et qu'il n'y ait pas de bouchons. Mais en réalité, le premier effet, c'est quand même bien ça. Il y a beaucoup de travaux partout. Les villes tentent de faire des îlots de fraîcheur, mais c'est évidemment cette période de transition. On le sait tous. On a un rapport, on aime la ville tout autant qu'on a un rapport compliqué à la ville en ce moment. Donc cette période de transition indispensable. Il faut une vraie volonté politique des maires pour le faire, elle est inconfortable. Au fond, ce n'est pas forcément très grave. Il y a un deuxième sujet de mon point de vue qui est encore plus inconfortable, c'est que ma conviction absolue, et c'est intéressant de savoir ce que vous allez en dire dans une minute, mais la transition énergétique,
elle va, si on ne fait rien, accroître les inégalités. J'ai le regret de dire qu'un bâtiment très bas carbone, qui consomme moins d'énergie, à un instant T, c'est plus cher qu'un bâtiment qui est une passoire thermique. La rénovation énergétique coûte. Donc, il y a un moment où il y a des gens qui pourront s'offrir la ville bas carbone et d'autres qui ne pourront pas le faire. Un exemple qui peut-être est plus parlant pour vous, mais c'est le même sujet, la voiture en ville. Vous vivez en périphérie d'une métropole, vous n'êtes pas très riche, vous avez une voiture d'occasion, Nolec, elle est thermique. Vous ne pouvez plus rentrer en ville, on vous dit bah non, désolé, elle est bien votre voiture, mais en fait, plus d'accès en ville, au centre de la ville. Et ben c'est pas grave, acheter une voiture électrique. Enfin, Tavares le dit mieux que moi, l'électrique, c'est pas si simple que ça, c'est plus cher. Donc naturellement, dans ce moment de transition inconfortable, cette transition, elle accroît les inégalités. Elle a un autre effet pour moi, et là-dessus je suis souvent véhémente, mais je pense qu'il faut qu'on le prenne en compte. Elle traite très très mal les nouveaux entrants, ceux qui ne sont pas déjà là, et ceux qui veulent entrer au fond dans le marché du logement, les jeunes, ceux qui commencent à travailler, ceux qui décohabitent, je vous le dis, on les traite extrêmement mal. Donc au fond, on a quelque chose qu'on doit faire, qui coûte plus cher. Moi, je ne suis pas du tout désespérée là-dessus. Je pense qu'on va trouver des techniques, on va industrialiser, on va y arriver, mais dans le moment, c'est inconfortable, et si on ne fait rien, ça accroît les inégalités. C'est quand même la réalité du moment. Ça coûte cher, la transition énergétique, donc il faut vraiment la gérer. Et donc, Monsieur le Premier ministre, le ballon vous arrive à toute vitesse. Moi, je pense que dans cette période de transition inconfortable, où les inégalités risquent au fond de s'aggraver, il y a une nécessité absolue d'un discours global, politique, qui nous dit, au fond, c'est pénible, mais la société vers laquelle on va, elle ressemble à ça. On ne peut pas juste nous dire, bonjour, c'est une société où il faut faire plein de réformes. Bonjour, c'est une société où vous ne prendrez plus l'avion, vous ne mangerez plus de viande et je ne sais pas quoi. Voilà, moi, je suis convaincue que sur cette société-là qui est devant nous, on peut mettre des mots extrêmement positifs, mais il faut les mettre, il faut planifier. Si on ne planifie pas, on va laisser plein de gens au bord de la route. Et puis, il faut donner envie de cette société-là, il faut dire comment tout le monde a sa place dans cette société-là, et quand on a un chemin inconfortable, mais tout le monde va y arriver, on va prendre tout le monde, et la société qu'on dessine, et moi c'est ma conviction profonde, elle est bien meilleure, plus sympa que la société qu'on a aujourd'hui. Mais ça, il faut vraiment que ce discours politique s'exprime, en fait. Ça ne peut pas être qu'un discours financier, ça ne peut pas être qu'un discours de réforme, c'est vers quoi on va qui fait que les jeunes peuvent avoir envie d'y aller, puis nous aussi par la même occasion. Moi je pense qu'il y a vraiment un besoin, une place pour ce discours-là. Dernier point beaucoup plus personnel, il faut que Prométhée change, en fait. Ma vraie conviction, c'est qu'il faut que Prométhée change. Je pense qu'on attend toujours beaucoup des politiques, mais c'est aussi un changement de civilisation. Je pense que notre rapport au monde doit changer. Le rapport de l'homme au monde a été un homme de domination, de violence. Le monde nous renvoie cette domination et cette violence. Il va falloir qu'on compose avec le monde. Il va falloir qu'on apprenne à composer avec le monde. Et ça, j'y crois parce que ce qui a changé vraiment dans mon métier, une fois qu'on a terminé de parler de rénovation énergétique, de RE2020, de la ville, c'est vraiment le regard qu'un promoteur comme Nexity aujourd'hui pose sur ce qu'il fait. Moi, ce que je dis à mes équipes, très simplement, je leur dis, quand vous commencez à travailler, regardez ce qui est déjà là. Posez-vous une seconde, regardez ce qui est déjà là. Il y a très souvent des humains, il y en aura de plus en plus, puisque les ânes nous empêchent d'aller dans les clairières, donc il y a des humains. Comment on se travaille avec les humains qui sont là? Comment est-ce qu'on travaille avec l'immobilier qui est déjà là? Comment est-ce qu'on travaille avec la nature qui est déjà là, que ce soit des animaux, de la nature? Ce regard-là, c'est philosophiquement très différent de ce qu'on faisait avant. C'est compliqué. Je vous assure que quand on apprend à regarder les choses de cette façon-là, on fait des choses de bien meilleure qualité et puis beaucoup plus acceptables et aimées de nos concitoyens. Donc, la fin de mon intervention, au fond, c'est vraiment, on a besoin de changer notre rapport au monde. Chacun d'entre nous doit changer. Il n'y a pas d'autre chemin. Je pense que c'est pour un monde qui est plus sympathique. Et voilà, moi je pense qu'il faut rester extrêmement optimiste, mais il faut juste raconter aux jeunes cette histoire d'une société bas carbone beaucoup plus respectueux du déjà là, de l'humain, de l'immobilier et puis de la nature. Juste, reprends ton micro, parce que
Reprends ton micro parce que tu n'avais pas tout à fait terminé. Tu n'as pas prononcé un mot qui est quand même au cœur du vocabulaire quotidien maintenant, celui de territoire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai pas proposé? Parce que je pense plutôt à la ville. Là, si je prononçais le mot de territoire, je prononcerais immédiatement le mot aménagement du territoire. C'est-à-dire que ma conviction, c'est qu'on a complètement abandonné ces vieilles lunes pas modernes du tout. Du coup, on laisse les choses se faire, mais les choses se faire, ça fait qu'il y a de plus en plus de monde à des endroits très denses et de moins en moins de monde dans des endroits quand même pas forcément désagréables. Et on ne parle pas de zones complètement rurales, on parle aussi de zones urbaines. Et moi, je crois, mais c'est peut-être quand même qu'il reste des vieux socialistes. Je pense qu'il y a une place pour une réflexion, une planification de l'État. On ne pourra pas gérer cette transition écologique. Et les entreprises font tout ce qu'elles peuvent. On se bat comme des chiens. Mais malgré tout, l'État garde et retrouve, au fond, je pense, plus que jamais, une place indispensable de quelle histoire, comment est-ce qu'on habite le territoire, voix que je pense qu'on n'entend pas du tout en ce moment. Merci. Alors on passe maintenant de la ville au monde. Rodolphe, le monde est la société, notre nouvelle société mondiale. Tu la vois comment? Alors, merci Jean-Hervé, bonjour à tous. Je ne vous parlerai pas de transport maritime ni de logistique, mais quel choix de société? Et pour être honnête, quand je me suis posé la question, je n'avais pas de véritable réponse claire, nette et précise. J'ai plein d'idées que je voudrais partager avec vous, mais je serai humble dans ma réponse. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où il y a des crises un peu partout et un peu tout le temps. Donc pas toujours évident de pouvoir s'adapter à ces crises-là. Et en plus, il y a des transformations liées au digital, Philippe tu en parlais, et à l'intelligence artificielle qui font que notre société doit évoluer également. Je voyage assez régulièrement et je suis dans différents pays. Et ce que je remarque, c'est qu'on ne peut pas imposer à des pays le choix de société. Je pense qu'à un moment donné, c'est au pays, aux personnes, de voir dans quelle société, que ce soit une entreprise ou un pays, ils veulent vraiment vivre. Je vois quelques jeunes dans la salle. Il va falloir aussi qu'on vous demande votre avis sur le choix de la société de demain, parce qu'on ne va pas arriver avec une solution toute faite que vous allez critiquer. Donc, je pense que sur ce sujet-là, il va falloir aussi que vous apportiez vos idées, vos recommandations pour qu'à la fin, cette nouvelle société qu'on attend tant puisse se passer. Quand on parle de choix de société, est-ce qu'on a encore le choix de la société dans laquelle on veut habiter? Sur certaines problématiques, non. Par exemple, sur l'environnement, on est tous convaincus, que ce soit Véronique, Philippe ou moi, qu'on n'a plus le choix sur l'environnement. Il faut y aller, il faut mettre en place un plan pour décarboner nos différents métiers et également la société. Et je salue la décision qui a été prise hier par l'IMO, qui est d'obliger à ce qu'en 2050, on soit tous carbone zéro et de fixer la trajectoire en 2030-2040 pour y arriver. Donc ça, c'est quand même une bonne décision qui a été prise. Ensuite, sur le plan économique, on voit que le monde a aussi changé et que la mondialisation, comme on l'a connue dans le passé, c'est peut-être un peu fini. Et on voit de plus en plus des trafics régionaux qui se développent. On voit également l'économie circulaire qui se développe. Donc dire je vais continuer à faire comme je faisais avant et continuer à consommer comme je consommais avant, je pense que c'est en train de changer. Et puis moi j'aime bien prendre cet exemple des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande. Alors je ne sais pas si vous aimez les kiwis, si ce que vous achetez viennent de Nouvelle-Zélande, mais ça, au niveau carbone, c'est pas bon du tout. C'est bon pour le shipping parce que vous participez à la situation financière du groupe qui va très bien, merci. Mais par contre, c'est pas bon pour la société et c'est encore moins bon pour la planète. Et puis ensuite, il y a sur le plan social, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Dans RSE, on a tendance un peu à oublier le S et il faut à tout prix qu'on essaye collectivement de travailler sur l'éducation. Aujourd'hui, il faut davantage un plan, on parlait de planification. Je pense que si on avait un plan plus clair sur ce qu'on veut faire au niveau de l'éducation, ça serait vraiment très bien. Parce que donner de la perspective aux jeunes et aux moins jeunes sur l'éducation aiderait énormément, et notamment sur des questions qui concernent la pauvreté. Au niveau
au niveau du groupe CMA-CGM, maintenant peut-être pour vous répondre avec un prisme côté CMA-CGM, je pense que ce qu'il faut qu'on essaye de viser, c'est un modèle de croissance équilibré. Vous me direz, après 2 années explosives de Covid, comment vous allez faire? Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que notre mode de consommation est en train d'évoluer et qu'il va falloir, dans nos choix de consommation, on prenne en compte l'environnement. Ensuite, tout ce qui concerne le social, là aussi, chez CMA-CGM, on met en place des initiatives. Je parlais d'éducation au niveau sociétal, mais au niveau de l'entreprise aussi. On a mis en place une académie qui ouvrira ses portes à la fin de l'année. Et puis, on a aussi une initiative qui s'appelle l'Albert School, qui est une école de codage qui a été mise en place par un jeune avec plein de bonnes idées. Et moi, je pense que ça va dans la bonne direction et ça nous permet de continuer à avancer de la manière la plus efficace. Et puis ensuite, quand on parle de choix de société, est-ce qu'on se pose la question combien ça va nous coûter de choisir? Est-ce que vous pensez que la facture environnementale va rien coûter du tout? On parle d'énormément d'argent pour décarboner la planète. Et je pense que les entreprises, certainement, vont devoir jouer un rôle important. Et je pense que sur certains sujets, il ne faut pas s'en remettre uniquement aux politiques. Il faut qu'à un moment donné, nous, en tant qu'entreprise, nous, en tant que citoyens de cette planète, on prenne quand même les sujets à bras-le-corps et qu'on essaye nous-mêmes de faire avancer les choses. Moi, je ne suis pas partisan de « je laisse les autres faire à ma place ». Je préfère essayer, mais sachez quand même qu'au niveau de l'environnement, la facture va être très salée parce que le green coûte extrêmement cher. Et puis ensuite, pour tout ce qui concerne la qualité de nos collaborateurs, il faut que la plupart de nos collaborateurs puissent avoir un salaire décent. Et par rapport à ça, ça veut dire que pour pouvoir offrir un salaire décent, il faut moins distribuer de dividendes et traiter davantage mieux les collaborateurs. Alors pour ceux qui ne partagent pas mon avis, ce n'est pas grave, mais moi ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, une entreprise doit reverser un peu de dividendes. Nous, on verse 10% de nos profits en dividendes et 90% est réinvesti dans l'entreprise et dans le bien-être de nos collaborateurs. Parce que pour pouvoir se développer, pour pouvoir continuer à grandir dans un monde en plein changement et en pleine évolution, il faut qu'on ait des collaborateurs qui sont positifs, comme vous disiez, Véronique. Merci. Sur ta dernière proposition, Rodolphe, je me suis demandé si on allait faire la même chose qu'avec Philippe, qui est pour. Je pense que tout le monde aurait été pour. Bravo. Asma, alors, on est, nous, confrontés à une société dont on se demande quel sera son rapport à la technologie. Je ne reprends pas toutes les interrogations de Philippe, mais on a bien vu que nous sommes tous googlisés d'une certaine manière. Comment vous voyez les choses, l'évolution, la manière de bâtir une société moins dépendante? Alors, la question que vous m'aviez posée initialement, c'était comment est-ce que des technologies qui pouvaient paraître intrusives pouvaient participer à la reconstruction d'une société apaisée. C'était ça la consigne que j'avais reçue à résoudre en 4 minutes. Et le mot sur lequel j'aimerais mettre une focale, c'est pas technologie, c'est apaiser. Parce que ça sous-entend donc qu'il y a une crise, et là, il n'y a strictement aucun scoop. Et puis après, si on avance un tout petit peu, on peut se demander de quelle nature est cette crise-là. Et à mon sens, elle est triple. C'est d'abord une crise envers l'État. C'est ensuite une crise entre nous, et donc une crise de la démocratie, ou plus exactement de l'exercice démocratique, qui repose sur la confiance. Et les technologies, par exemple l'IA, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, pourrait être une menace à cet exercice-là tel qu'on le connaît. Et puis enfin, une crise dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a une énorme difficulté collective, et donc individuelle aussi, à se projeter. Et à partir de là, intervient le rôle de la technologie, qui est en fait mon domaine à moi, et que je lis souvent sous le champ politique ou géopolitique. Et en effet, en fonction de ce qu'on en fait, des usages qu'on en a, de l'intention politique qu'on lui donne, vous allez avoir une même technologie qui peut être mise au service du meilleur ou du pire. Et ces technologies-là, celles dont on parle, les technologies numériques, sont en fait des technologies systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles nourrissent à peu près tout. C'est-à-dire nos systèmes de production, de consommation,
d'éducation, de rapport à la démocratie, de liens de socialisation entre nous, etc. Donc ce sont des technologies totales. Et en ce sens, elles nécessitent donc une pensée politique totale, de la même façon. Et à partir de là, à mon sens, il faut un tout petit peu de méthode. Il faut surtout rester calme. C'est-à-dire que sur l'IA, typiquement, on a assisté à une énorme hystérie collective ces derniers mois, où on a fabriqué des paniques, où tout le monde ne savait plus s'il allait garder son emploi, garder son enfant, garder sa vie, que des robots tueurs allaient détruire l'humanité, que des super-intelligences allaient venir nous manger, le tout dans les 2-3 mois à venir. Tout ça, c'est du fantasme pour l'instant. Il n'y a pas une IA, si je prends l'exemple de l'IA, il y a des IA qui vont avoir des applications spécifiques en fonction des secteurs, des industries et donc de l'usage qu'on va en attendre. Et c'est là qu'intervient là où le politique, c'est-à-dire quelle vision. Et les deux grandes problématiques que moi je vois dans mon champ, qui est le champ technologique, c'est d'abord la question de la souveraineté technologique. On n'en a pas parlé de ça. C'est-à-dire qu'on peut analyser le monde comme une entité. Aujourd'hui, c'est faux. Vous évoquiez en fait Fukuyama et la fin de l'histoire, qui n'en est pas une, qui est un recommencement. Une rivalité aujourd'hui qui se joue entre États-Unis et Chine, qui cristallisait autour de la question technologique, en particulier de la question des IA, et en particulier de la question des semi-conducteurs, etc. Et on pourrait aller ainsi de suite en affinant l'analyse. Et la question qui se pose à nous, Français, ou à nous, Européens, c'est quelle sera la nature de cette fameuse troisième voie qui est rêvée, qui est aujourd'hui rhétorique, et dans laquelle on a encore du mal à trouver le mode d'emploi. Et on a du mal à trouver le mode d'emploi parce que je pense qu'on a mal compris cette question de souveraineté technologique. Et il ne faut absolument pas la prendre comme un totem, mais plutôt la comprendre comme un rapport de force. Or, pour tenir un rapport de force, il faut savoir ce qu'on a à mettre sur la table, de façon transactionnelle, vis-à-vis à la fois de nos rivaux, mais aussi de nos alliés. Et c'est là, à mon sens, où il nous manque de la méthode, et c'est là aussi, à mon sens, où il y a de l'espoir. Parce que, dans le fond, si on paraphrase un tout petit peu Fernand Braudel, et si on lit l'histoire sur un temps long, et non pas là tout de suite dans l'immédiateté, qui en effet n'est pas forcément très joyeuse, parce qu'on est en transition, et que quand on transite, eh bien, par nature, on ne sait pas exactement encore où on va. Mais donc, si on prend de la hauteur et de la perspective, eh bien, développer, construire une vision, c'est-à-dire se dire où est-ce qu'on est fort, où est notre place, où sera notre positionnement, eh bien, tout d'un coup, à mon sens, à moi en tout cas, devient possible. Et dans le cas de la France, il y a des choses très simples à faire qui ne sont toujours pas faites, qu'on pourrait faire, comme des diagnostics de filière pour savoir où sont nos assets, où sont nos actifs, sur quel tronçon des valeurs, des chaînes de valeurs stratégiques on peut s'insérer. Et il y a des pays qui l'ont fait. Israël dans le cyber, etc. La Turquie dans les drones. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fonction des buzzwords, en fonction des effets de mode, en fonction des peurs collectives, on a tendance à saupoudrer. Parce qu'on est dans l'immédiateté. Alors, à mon sens, la technologie, prise dans sa dimension géopolitique, c'est justement se détacher tout à fait de l'accélération, et c'est contre-intuitif ce que je vous dis, c'est de ne surtout pas accélérer. Mais c'est tout le contraire. C'est de prendre le temps long, développer sa vision, construire sa vision, et les leviers sur lesquels un pays comme la France pourrait peut-être, à terme, rester éventuellement, et je prends beaucoup de précautions, une puissance technologique. Et puis le deuxième et dernier point, c'est la crise démocratique, évidemment, que les réseaux sociaux, par exemple, ou les IA demain, ou le métavers demain, ne vont absolument pas du tout créer, mais vont très certainement amplifier. Or, ce sont des technologies étrangères, des technologies en l'occurrence américaines pour la plupart. Et c'est là où intervient votre question, et ça sera mon mot de la fin, c'est comment on régule, comment plus exactement on repense la relation entre État et géants technologiques, Big Tech, ou GAFAM, vous diriez. Je ne parle pas de GAFAM parce que ce n'est pas exactement le même périmètre en réalité. Et là, il y a des réflexions aux États-Unis qui sont très intéressantes. Et de ce point de vue-là, c'est-à-dire de ce côté-là du monde,
Du côté des démocraties occidentales, si on a encore envie de donner une chance à ce modèle politique-là, il y a peut-être des ponts à trouver transatlantiques sur une nouvelle gouvernance de ces géants technologiques. Et aux États-Unis, il y a des réflexions qui sont très intéressantes qui sont menées, par exemple pour changer leur statut juridique, en ce qu'on appelle des common carriers, c'est-à-dire vraiment des infrastructures avec des statuts hybrides, public-privé, qu'on peut repenser, qu'on peut discuter. Mais l'Europe et la France n'aura son mot à dire dans ces discussions qu'à condition, et je reboucle avec mon premier point, qu'elle ait quelque chose à mettre sur la table et donc qu'elle puisse tenir son rapport de force. Et d'une certaine façon, et pour terminer donc, c'est pas tellement une crise technologique qu'on a, c'est une crise politique. Et la technologie, de ce point de vue-là, c'est peut-être aussi la résurrection du politique avec un grand P. Et c'est peut-être ma transition vers vous, Monsieur le Premier ministre. Juste une parenthèse, c'est une formidable animatrice. Comment ? Asma, tu es une formidable animatrice. Voilà. Bonjour à tous. La question qu'on m'a posée, c'était la question de la place des politiques dans la transformation des sociétés. Et tout ça avait beaucoup à voir aussi avec la question de l'apaisement. Alors, je voudrais commencer par dire, pour reprendre un mot que Rodolphe a prononcé sur l'humilité, que je pense que les transformations de la société transforment au moins autant les politiques que les politiques ne transforment les sociétés. Et je pense qu'il faut donc, et ça me fait plaisir d'être probablement le plus marxiste à cette table, rappeler que les transformations du monde obéissent quand même à des sous-jacents extrêmement puissants, liés au progrès technologique, liés à une vision du monde, et qu'ils sont tellement puissants, alors je ne dis pas du tout que les hommes politiques ou que les femmes politiques n'ont pas vocation à s'en saisir et à essayer de les organiser, et à essayer de les réguler, et à essayer de les diriger. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête une forme d'humilité consistant à penser que les transformations du monde, elles se font. Et nous, on les fait avec, si j'ose dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais revenir sur ce mot d'apaisement qui a été au cœur d'un certain nombre de prises de position et au cœur d'un certain nombre de débats. Parce que je crois qu'il correspond à un besoin très fort de démocratie apaisée, d'apaisement d'une société crispée, angoissée. Je pense quand même que si on veut réfléchir à la question de la transformation des sociétés sur lesquelles nous pouvons influer, il faut savoir ce qu'on veut. Et je ne crois pas, mais je peux me tromper, je ne crois pas que si l'on cherche l'apaisement et le confort, on puisse avoir en même temps le mouvement, la puissance et la grandeur. Et j'incite beaucoup de nos concitoyens à réfléchir à cette forme de paradoxe. Les grands moments de la France, ceux pour lesquels nous avons une forme de révérence, d'admiration, les grands moments de notre histoire, sont assez rarement des moments d'apaisement. J'ai peine à penser que la Révolution française est totalement un moment d'apaisement. Je vois peu de choses dans l'avènement de la République qui correspondent à une volonté d'apaisement. Et j'insiste là-dessus, parce que l'apaisement, il y a une forme de confort. Vous savez, c'est Pompidou qui disait les peuples heureux n'ont pas d'histoire, et j'aimerais il écrivait ça juste avant de devenir président, j'aimerais qu'on parle de mon mandat de 69 à 76 comme d'un mandat où il n'y a eu ni révolution, ni guerre, qu'on parle finalement assez peu de moi et qu'on voit un accroissement continu du pouvoir d'achat. Enfin, je ne vous le fais pas exactement avec les mots, mais si vous connaissez la référence, on n'est pas très loin. Mais je crois vraiment qu'il faut se poser la question de savoir si on est dans un moment où nous recherchons l'apaisement ou si nous sommes dans un moment où nous avons besoin de mouvement. Et je crois que nous avons besoin de mouvement. Je ne doute pas que beaucoup de gens aient envie d'apaisement, mais je pense que nous avons besoin de mouvement. Et je voudrais dire que s'il s'agit de transformer la société, moi, mon sentiment, c'est que plutôt de se fixer comme objectif une société apaisée, je crois que nous devons envisager, et je serai assez volontiers prêt à discuter ce point, nous devons plutôt envisager une société de combat, sur 3 points. Et vraiment une société de combat intellectuel, de combat politique, mais une société de combat. Le premier point qui est devant nous, et qu'on ne garantira pas par l'apaisement, c'est qu'il va nous revenir, à nous, quels que soient nos âges, de défendre la démocratie libérale. Et pour beaucoup d'entre nous,
revenir à cette idée qu'il va falloir défendre la démocratie libérale n'a rien d'évident, parce qu'on a grandi dans un monde où, même si elle a été contestée, elle nous paraissait acquise, la démocratie libérale. Et je crois qu'elle ne l'est plus du tout. Et nous allons donc devoir la défendre contre des attaques extérieures, des attaques intellectuelles, puisque un très grand nombre de pays nous disent aujourd'hui que pour garantir la prospérité économique et la stabilité politique, leurs régimes, qui ne sont pas des démocraties libérales, obtiennent de meilleurs résultats. Et nous avons grandi avec cette idée que la meilleure façon d'obtenir de garantir l'équilibre entre prospérité collective et stabilité politique, c'était la démocratie libérale, c'était la démocratie. Et bien aujourd'hui, en Chine, aux Émirats arabes unis, jusqu'à il y a 1 an et demi en Russie, et avec une fascination exercée à l'intérieur de notre pays considérable, vous avez des États qui prétendent que pour garantir prospérité collective et stabilité, d'autres systèmes que la démocratie libérale sont plus efficaces. Et à l'intérieur même de notre pays, nous allons devoir trouver les moyens de défendre la démocratie libérale contre certaines évolutions. Je parle évidemment de la violence, de la bipolarisation de la vie politique, de cette espèce de refus du débat civil, de la civilité, du contact et de la confrontation démocratique. Les réseaux sociaux, ils vous mettent toujours, et vous avez tous levé le bras, tout à l'heure. Donc vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Moi aussi. Mais les réseaux sociaux, fondamentalement, leur logique, c'est de vous mettre en face de gens qui pensent comme vous. Et toujours plus du même, ça n'est pas le débat démocratique, ça n'est pas le débat public. Nous allons devoir lutter contre cette tendance. Nous allons devoir lutter contre une tendance qui est un danger considérable pour les démocraties libérales, c'est l'érosion continue du pouvoir d'achat des classes moyennes populaires. Il n'y a pas dans l'histoire de démocratie qui fonctionne longtemps si elles sont exposées longtemps à l'érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes populaires. Et donc je pense qu'il va revenir à notre génération, à nos générations, de lutter, de combattre pour défendre ce que nous tenons pour acquis, la démocratie libérale, et qui ne l'est plus. Premier point d'une société de combat. Deuxième point d'une société de combat, comment est-ce que nous allons montrer que cette démocratie libérale est capable de faire face lucidement et efficacement aux enjeux les plus saisissants du moment? Je doute, mesdames et messieurs, que vos enfants et vos petits-enfants aient la certitude absolue que la démocratie libérale est capable de répondre à l'urgence climatique. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Pour vous dire la vérité, quand mon fils me dit que, vu l'incroyable efficacité que notre système démocratique a pu démontrer dans le règlement d'une question certes complexe, mais néanmoins relativement explicable pendant 40 ans, telle que la réforme des retraites, il n'est pas totalement optimiste sur notre capacité à régler la transformation climatique. Je peine à lui trouver des réponses très satisfaisantes. Et donc, vous avez une question qui monte, qui est de savoir si pour faire face à cette urgence climatique, qui est réelle, que personne ne conteste, dont certains discutent du caractère urgent, certains se disent est-ce que véritablement c'est urgent à ce point, mais qui me paraît aujourd'hui acquis, eh bien, est-ce que la démocratie libérale est capable? Et comment est-ce que nous construisons, c'est le deuxième combat, un système politique et un système économique qui permet d'être à l'équilibre entre la liberté individuelle, la prospérité collective et l'impact sur les ressources. Et pendant très longtemps, nous avons vécu dans un système politique et productif qui se posait la question de la liberté individuelle et de la prospérité collective, avec une tension, est-ce que c'était un petit peu plus de liberté individuelle, est-ce que c'était un peu moins? Mais fondamentalement, on était sur les deux branches du triangle. Nous en avons une troisième. Quel est le bon système? Et ce n'est pas du tout une question facile. Parce que est-ce que c'est le marché qui répond à ça ou est-ce que c'est la norme? Et vous voyez bien que la norme, elle est utilisée, elle est envisagée comme un instrument extrêmement puissant pour répondre à ces contraintes. Le deuxième combat que nous allons avoir, c'est de dire comment est-ce que les démocraties libérales que nous voulons défendre sont capables de construire ce modèle qui prend systématiquement, donc dans le fonctionnement de l'économie de marché, la question de l'impact sur les ressources. Et la vérité vraie, c'est qu'on n'a pas encore ça. On a une prise de conscience, on a des engagements individuels ou collectifs, c'est déjà considérable, on a un cadre réglementaire et des objectifs qui sont fixés, c'est très bien, mais nous n'avons pas encore créé le système productif qui soit totalement opérationnel, me semble-t-il, pour être à l'intersection de ces trois priorités. Et puis nous avons un troisième combat, qui est un combat qui renvoie pas simplement à un combat de valeurs politiques ou à un combat d'organisation économico-politique, mais qui renvoie à la notion de puissance. Nous allons, notre génération, être confrontés à quelque chose qui est neuf,
et qui est neuf pour tout le monde, dans toute notre vision du monde, c'est la périphérisation dans laquelle nous sommes engagés. L'Europe et la France, s'ils n'y prennent garde, mais je dis ça comme une espèce de prudence oratoire, sont en train de vivre un truc incroyable, qui est radicalement neuf, qui est la périphérisation du monde. Ils sont en train d'entrer dans la périphérie. Parce que la tension et l'arc électrique qui est en train d'être constitué est tellement forte entre l'autre côté de l'Atlantique et l'autre côté du Pacifique, que nous prenons le risque d'être progressivement, pas à pas, et parfois rapidement, placés dans cette périphérie. Et vous savez ce qui se passe quand on est à la périphérie ? Eh bien, en général, on est assez fragile. Et donc, si nous voulons défendre la démocratie, définir un système, nous devons nous poser une question que nous ne nous posons que très rarement, qui est la question de la puissance. De la puissance, des fondements de la puissance française, et probablement des fondements de la puissance européenne, parce qu'on peine à penser qu'ils soient dissociables. Et tout ça, ça fait 3 motifs de combat. Et dans les fondements de la puissance, il y a évidemment la question de l'éducation, mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais elle me paraît au premier rang des fondements de la puissance. Eh bien, si notre objectif, c'est de dire nous devons construire une société apaisée, je doute que nous prenions ces 3 points, ces 3 logiques de combat dans lesquelles nous devons nous engager, comme des priorités. Si nous ne les prenons pas comme des priorités, nous n'aurons ni l'apaisement, ni la grandeur. Et donc, je pense, mesdames et messieurs, que l'apaisement, et je le dis de façon peut-être un peu provocatrice, mais après tout, rien de tel quand il fait chaud, et il fait chaud, je pense que l'apaisement doit être un sous-produit du mouvement. C'est une conséquence du mouvement. Et ça ne peut pas être un objectif de premier rang. Et je vous propose donc, mesdames et messieurs, de méditer sur cette logique de combat. Bon, c'est pas facile après, hein. C'est pas facile. Il nous reste, je crois, 5 minutes. Non, c'est fini ? Bon, ben, on termine sur le combat. C'est formidable. Moi, je retiens quand même le rôle de l'entreprise. Je retiens l'idée que le logement et que derrière tous ces phénomènes, le problème des légalités. Je retiens l'idée qu'on a... S'il vous plaît. Oh, oh. C'est pas fini. J'ai l'impression de redevenir un prof. Faites gaffe tous, parce que Lorenzi, il sait ce que c'est que le combat. Voilà. Et donc je retiens, au fond, vous retenez ce que vous voulez. La conclusion était absolument top. Le début était top. Le milieu était top. L'ensemble, c'était formidable. Merci.